Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale. Et avec moi, pour en discuter, il va nous parler de son opinion bien arrêtée sur des sujets complexes, mais son intelligence supérieure nous amène à réfléchir à un autre niveau. Monsieur Jules Simard, bonjour. Salut Pierre, ça va? Ça va bien, toi? On est en forme, il faut bien. On sent le printemps arrive, hein? Ah oui, hein? On commence à avoir... Le soleil il est beaucoup plus chaud, hein? Et même si le mois de février a été difficile, habituellement, je dis difficile parce qu'on a eu relativement des tempêtes et du froid, là, mais habituellement, le soleil commence à être beaucoup plus chaud, effectivement, dès le mois de février. Puis là, en mars, il est supposé nous faire fondre. Tout ce qu'ils nous ont donné, Dame Nature nous a comblé cet hiver. On espère et n'oubliez pas de reculer l'heure, d'avancer l'heure, de toucher à votre heure, là, je ne sais plus dans quel sens. En fin de semaine prochaine, comme là, les journées vont allonger, ça va être fantastique. Exact, on s'en vient sur le avancée. OK, pour... c'est un bon 8 mois. Moi, je garderais ça à l'année. Oui, ouais. Et il paraît qu'il y a des valeurs économiques qui sont en jeu. Bon. Et tu sais c'est quoi avec les valeurs économiques? Ah oui, l'économie. D'abord, il y a une ça qui est d'abord. Hey, on va parler des prix d'excellence Secobois 2019 parce que Dolbeau-Mistassini a été lauréat, a gagné un prix Secobois. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Oui, en fait, c'est quoi les prix Secobois? C'est des prix qui sont accordés à des organisations et des municipalités qui favorisent l'utilisation du bois dans la construction d'édifices ou encore de rénovation. Qui sont à amener. Or, on sait que nous, ici à Dolbeau-Mistassini, il y a eu, si ma mémoire me fait, fait 2 ans, l'année dernière, l'inauguration de la caserne. Et c'est pour la construction de la caserne où on a eu une utilisation du bois à beaucoup de sciences pour pouvoir être en mesure de faire et de gagner ce prix. Pour la construction d'un édifice. On avait réfléchi la construction en utilisant le bois. Tout est allé à la nouvelle caserne? Oui. Il y a effectivement, à part les endroits où il faut que peut-être pas le bois qui flambe, il y a quand même de la protection dessus, mais il y a effectivement, toute la construction a été faite avec l'utilisation du bois dans l'édifice public. On sait que tu sais, là-dessus, il ne faut pas oublier, notre ami Denis Trottier avait quand même réussi à faire voter la charte du bois. Oui. Et dans la charte du bois, il y avait que dans des édifices publics, on pouvait maintenant faire la structure en bois sur un nombre d'étages déterminé que je n'ai pas en mémoire, mais c'est quand même une action qui a permis de faire en sorte qu'un édifice public comme celui de la caserne ici à Dolbeau-Mistassini, on a pu avoir d'une utilisation du bois un peu plus grande et de faire en sorte, je pense qu'il faut reconnaître que notre ami Denis avait eu encore une fois là-dessus. Oui, je pense, parce que, tu sais, Denis, il dit, écoutez, on utilise, puis je me souviens des éléments du discours qu'il amenait, on utilise le bois qui est une ressource renouvelable, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet de faire en sorte qu'on a une... Tu sais, qu'on le veut ou non, là, ça donne une meilleure chaleur dans un bâtiment, il me semble. Chaleur étant non pas entendu dans le sens du feu, mais dans le sens social du terme. Oui, c'est plus beau que le béton, ça, c'est ça. À l'évidence, là, et ça nous permet d'avoir une utilisation d'une ressource, quand même, qu'on le veuille ou non, là, qui est ici, même s'il faut faire de la place au caribou forestier. Oui. Et là, ce prix-là, c'est quoi? Est-ce qu'on gagne juste une plaque ou il y a de l'argent? Je ne pourrais pas te revenir exact. Il n'y a pas d'argent qui est relié à ça. C'est véritablement une forme de trophée qui est remis à la municipalité participante. Mais c'est toujours le fun, oui. Tu sais, il y avait été... je me souviens lors de la construction de la salle de spectacle. Dans la salle de spectacle, à un moment donné, à l'extérieur, on avait demandé à l'architecte de pouvoir être en mesure de faire finir avec du bois. Maintenant, là, les coûts devenaient encore plus onéreux. Or, on avait décidé de mettre de la tôle, comme on dit, à l'extérieur. La bonne tôle. Pour pouvoir
le faire. Mais tu sais, il y avait eu quand même cette préoccupation-là. Mais là, il y avait eu des considérations à caractère financier qui est entré davantage en ligne de compte que ça a été pour la construction de la caserne. Oui, puis la salle de spectacle aussi, il y avait eu un dépassement de coûts. Oui, il y en a déjà eu aussi. Oui, là, c'est ça. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, ils ont voulu... À un moment donné, tu te dis, OK, c'est vrai qu'on va le faire à moins cher en utilisant un autre produit. Je vais juste revenir sur la question de Denis, quand Denis Trottier avait fait amener la charte du bois. Denis avait eu un paquet de pression du lobby des industriels qui... le lobby du béton? Non, du fer. Du fer? Toute la structure, parce que Denis permettait, avec cette charte du bois-là, et il y a eu un amendement qui a été fait au règlement de la construction pour permettre des édifices de plus d'un étage. Donc, habituellement, sur un étage, tu bâtissais en bois, tu faisais ta structure. Mais il a été permis de pouvoir faire en bois une deuxième structure. C'est 3 étages, même. Oui, il me semble que c'est peut-être même, ça va peut-être même jusqu'à 4, mais en tout cas, on ne s'avancera pas sur le nom. Mais tu peux le faire un petit peu plus avec une structure en bois. Et il avait subi, Denis me racontait qu'il avait subi dans le temps des pressions assez sérieuses des canamanacs de ce monde et des entreprises, naturellement, avec le lobby du fer, qui voyaient une partie de leur structure, de la structure, donc de leur marché, baisser parce qu'on utilisait le bois. La pression politique. Hein? Je comprends pas. Mais ça là-dessus, je trouve que c'est une pression qui est correcte. Tu sais, tu fais valoir tes intérêts auprès d'un politicien et non pas de la justice. Mais ça, on en reparlera plus tard. Non, mais c'est un point intéressant là, quand même de faire valoir que oui, on joue dans des intérêts beaucoup quand on parle de l'utilisation effectivement de matériaux pour la construction. Alors, je suis bien content que nous autres, on a été là reconnus avec le prix d'excellence. Ben, tu te souviens quand on avait fait le fameux... Il y a une autre entreprise ici aussi qui travaille dans le fer, puis crois-le pas, elle a développé aussi une expertise dans l'installation de structures de bois pour faire des toitures, entre autres pour des aéroports, dans un aéroport, un garage pour abriter... Tu sais comment c'est large, ça? Et ils ont refait... c'est ici, voyons, pas BR Metal, mais... à cause que je veux le dire, mais qui ont développé effectivement une expertise. J'avais fait d'ailleurs un reportage au début des années 2010 avec l'entreprise dont ben oui, mais voyons. On voit qu'avec l'âge, il y a de la sagesse, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Mais juste pour dire qu'effectivement, on a quand même, on développe des expertises chez nous sur l'utilisation du bois dans des édifices publics. En plus, on se targue d'être un des comtés les plus forestiers au Québec. Donc, il faut que... faut être capable de développer ça. Ouais. Maison par ensemble, 50 000 qu'ils ont eu pour développer le Café des générations. Ça vient d'où cet argent-là? En fait, c'est du secrétariat à la jeunesse qui accorde des subventions à des projets pour favoriser l'intergénérationnel. Okay. Or, on le sait que le Café des générations, c'est une initiative qui date maintenant de 2 ans et dans laquelle au cours de laquelle on permet à des mamans qui viennent d'avoir des bébés de se présenter dans des foyers de personnes âgées pour permettre aux personnes âgées de bercer les bébés pendant un certain temps. Quelle bonne idée! Ça occasionne, effectivement. Et non seulement l'idée a été intéressante, mais au départ, on faisait ça, je pense, 1 fois par mois. Et cette année, on avait décidé de le faire 1 fois ou 2 semaines, parce qu'il y a une très grande demande. Tous les foyers de personnes âgées sont bien contents de voir accueillir les bébés et les mamans qui viennent pour se faire bercer pendant un certain temps. Anecdote, là, moi, quand mon grand-père était encore vivant, mon garçon venait de naître, là, il n'y avait pas encore 1 an, puis j'allais souvent le voir à son foyer, et c'était
le plus long, c'était de l'entrée à sa chambre parce que je me faisais arrêter. Tout le monde voulait prendre mon bébé puis lui parler. Et c'est sûr que c'est fascinant. Tu sais. Exactement. Et non seulement cet exercice-là, cette année, donc, on le faisait, si mes mémoire mes fidèles aux 2 semaines, et l'aide de subvention qui est accordée va pouvoir faire que l'activité va pouvoir revenir à toutes les semaines parce qu'on peut embaucher naturellement du personnel requis pour faire un encadrement relié à cela. Et ça, c'est le premier point. Il ne faut pas oublier que le Café des générations, un reportage qui avait eu lieu à Radio-Canada la première année, OK? Un reportage de Radio-Canada Télé, là, qui avait été fait, a été vu, OK, pendant cette année-là, à plus d'1 million de fois, avec les réseaux sociaux, dont, entre autres, il a été vu naturellement en France, et la France avait communiqué avec Parents Ensemble pour savoir comment ça marche. Puis on aimerait ça, nous autres aussi, le faire chez nous pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y en était. Alors, il y a ça. Et il y a eu beaucoup de demandes aussi qui sont venues de d'autres régions du Québec et qui sont adressées à la direction de Parents Ensemble pour dire, bien, écoutez, comment ça marche, puis ça prend quoi, puis... et qu'on innove dans le Nord. Exactement. Et je pense, moi, je trouvais important, bon, le 50 000 parfait. Ça permet l'embauche d'une ressource et ça permet de faire en sorte que le projet puisse avoir des assises encore plus permanentes dans le milieu. Et non seulement ça permet ça, mais c'est une activité qui aide les femmes qui sont au foyer ou le parent qui est au foyer de pouvoir avoir une activité sociale quand même importante, intéressante, et ça permet aux personnes âgées, surtout, aussi d'avoir un contact avec des bébés. De jeunes bébés et on a assisté, nous, c'est l'année dernière, oui, qu'on avait fait un reportage là-dessus. Oui, et même cet automne, je l'ai tué. En tout cas, on l'avait fait ici à la télé du Haut-du-Lac. Et quand on avait été, c'est vrai, c'était l'automne dernier, où on est retourné et on avait pu voir les grands-parents, là, étaient tous assis. Les mères sont avec leurs enfants, les bébés sont soit par terre, mais surtout dans le bras dans les bras des grands-parents. C'est une activité qui méritait non seulement d'être supportée financièrement, mais aussi d'être vue, appréciée et bien décrite dans le milieu parce que c'est effectivement... Ah oui, puis moi, je vais plus loin que ça, là, même au-delà des grands-parents. Là, moi, j'en ai plus de bébés. Là, mon plus jeune a 3 ans. Là, fait que j'aurais le goût de bercer des bébés encore, c'est tellement plein. Ah ben, oh non, effectivement. Mais je suis plus chanceux que toi. Ouais, J'en ai 2 qui sont nés au mois de décembre. Un le 11, puis l'autre est né le 28, 2 petits garçons, et de ma fille et de ma bru. Et on est bien contents de ça. Puis honnêtement, c'est vrai. Des enfants, là, on devient gaga, surtout quand on est grand-père. Je sais pas, un jour peut-être. Ah, peut-être ça va t'arriver, on ne sait jamais. Alors, dans le secteur de Normandin, toi, tu as travaillé fort pour les défunts Grands Jardins. Et là, on parle d'une... Bien, c'est pas la première fois qu'on en parle, là, de donner une deuxième vie aux Grands Jardins. On sait qu'il y a eu toute la saga phénoménale. L'Unimembra. Oui, ça, là, qu'on a de la misère à prononcer. Oui, on a tous les deux de la difficulté. Et puis, et là, on parle de deuxième vie. De quoi on parle? Là? En fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis, on sait que les Grands Jardins, le pavillon à l'accueil, était utilisé par un organisme de parents de Normandin pour faire en sorte une aire de jeu, justement, pour les enfants que l'on pouvait retrouver, qui était collectif, qui est un organisme sans but lucratif, qui avait pu utiliser Mais dès l'année dernière, on a commencé avec des jardins communautaires à utiliser une partie, s'il y a une place où est-ce que ça pousse bien, je peux te le dire, là, c'est au Grand Jardin. Alors, on a pu faire des jardins communautaires. Et cet hiver, on a aménagé un sentier de marche dans les Grands Jardins qui permet aux gens de se promener, OK, sur 1,5 km, je pense que j'ai pu dire, dans les Grands Jardins. Alors, ça permet aux gens qui veulent prendre une marche dans un environnement quand même agréable, là, même si tu ne vois pas de fleurs en hiver, là, mais, non, mais la question, c'est que tu fais un circuit exactement.
et tu permets de faire. Or, on est en train, et le maire disait qu'on est en train de remettre donc de l'avant une utilisation collective au lieu de dire une utilisation touristique, une utilisation par le milieu les jardins d'un site. communautaires, c'est tellement une bonne idée. C'est ça. Je veux dire, on sait que cette expérience-là aussi existe ici à Dolbeau-Mistassini. Maintenant, le fait que tu puisses aussi le faire à Normandin, qui est un milieu agricole par excellence. Parfait, ouais. Donc, ça permet de faire en sorte qu'on a, oui, une nouvelle utilisation. Le maire disait par ailleurs qu'on ne veut pas aller trop vite là-dedans. Parce qu'il y a un autre projet. Il y a du ski de fond aussi sur le site qui se fait, de la raquette qui se fait aussi sur le site. Donc, une utilisation. Moi, dans le temps, j'avais eu une idée. Ouais. Ça avait été de prendre, tu sais, le sentier des Grands Jardins, ça faisait quand même. Moi, j'avais eu l'idée de prendre ces sentiers-là, puis en plein hiver, les glacer, puis faire la plus grande patinoire à ciel ouvert. De la région. Et ça aurait été bon. On aurait vendu du café, tête tu veux, on aurait rentabilisé l'activité l'hiver. Mais bon, on ne l'a pas fait parce que je n'ai pas été assez longtemps. Puis deux, on avait d'autres préoccupations dans le temps avec les Grands Jardins. Mais tu vois, regarde, c'est un peu ça aussi qui est en train de se passer. Là, on arrête d'essayer de trouver un projet innovateur qui va ramener je pense que oui. Qui demande beaucoup d'investissement. Qui demanderait un investissement minimalement de 2 à 3 millions de dollars. C'est ça. Là, avec des petites opportunités comme ça, on est capable de développer, de redonner le territoire à la population. Premièrement, la collectivité. Donc là, c'est un organisme sans but lucratif qui gère les deux aspects. L'aspect avec les jeunes qui utilisent le pavillon, les jeunes parents qui utilisent le pavillon pour un aire de jeu, et tout ce développement d'activités saines, de bonnes habitudes de vie qui sont en train de se monter là, à Normandin là-dessus. Alors, ça permet de donner à tout le monde un deuxième souffle, et si jamais il y a d'autres projets, de faire en sorte d'utiliser les terrains. Et, tu sais, je pense que l'idée d'avoir les jardins de Normandin, c'est encore quelque chose qui peut être possible, OK? C'est-à-dire de remettre une activité à caractère touristique d'importance là-dessus. Par ailleurs, est-ce que cela va faire en sorte que ça empêcherait ces projets-là de se développer? Je ne pense pas. Non. Mais on peut voir là, que c'est une animation. Tu sais, je veux dire, moi, dans le temps, on avait fait ce qu'on appelait les soirées lucioles. C'était bien simple. C'est que tu venais visiter les Grands Jardins le soir, quand il faisait noir. Et tu t'emmenais à ta lampe de poche. Et on faisait des groupes. On avait une animation. Et on avait dans chacun des sites, des haltes des Grands Jardins, une animation qui était faite théâtrale et de danse. On avait au site du... ce qu'on appelait les jardins asiatiques, on avait bien des danseuses de baladie où je faisais un éclairage dessus. Je pensais que tu allais me dire que tu allais danser. Non, j'ai du ventre, mais pas pour ça. Et juste pour indiquer que ça avait été goûté. L'activité avait été goûtée. On n'avait peut-être pas les moyens de pouvoir faire en sorte que ça puisse être plus annoncé ou plus fait la promotion, mais c'était une activité. Alors, c'est ce genre d'activité-là, tu comprends, qui peut faire en sorte que les Grands Jardins, parce que juste visiter les Grands Jardins, même si c'était très intéressant là, au niveau horticulture, il pouvait y avoir, ça t'a montré. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai joué, on a fait des pièces de théâtre là avec l'île Fantastique, la première version de l'île Fantastique, reliée au Grand Jardin. Tu utilises le site, effectivement, à faire des activités, et ça te permet de faire en sorte que, oui, je pense que c'est peut-être plus, ça commence bien, là, ça commence avec des activités en utilisant plein air, mais il y a vraiment, le site offre beaucoup d'occasions. On va s'en aller de l'autre côté du lac, on s'en va à Saint-Bruno. Oui. On sait que Saint-Bruno avait fait la demande pour faire un règlement d'emprunt pour poser des compteurs d'eau dans sa municipalité. Bon, les citoyens sont allés bloquer le règlement d'emprunt, comme ils ont le droit de le faire, là, ils ont fait les signatures nécessaires.
Moi, ma question est... J'ai de la misère un peu à comprendre, là. La ville va être obligée de mettre des compteurs d'eau. Si on ne peut pas... Non, mais il y a une obligation là, par le gouvernement. Oui, en fait, l'obligation, Oui. c'est de faire baisser la consommation d'eau. OK. Donc, ce n'est pas de mettre des compteurs d'eau. Pas nécessairement. OK. OK, tu comprends? Il y en a d'autres. Oui, oui. D'ailleurs, ici, à Dolbeau-Mistassini, on a aussi cette problématique-là. Mais on a mis de l'avant, entre autres, dans les magasins ou dans les usines, l'utilisation de compteurs d'eau qui te permet d'avoir une taxation donc, là-dessus, sur la gare. Mais ça n'a peut-être pas eu l'effet, par ailleurs, de faire baisser. Non, c'est juste qu'on est capable de taxer ceux qui en utilisent beaucoup. Il peut y avoir d'autres formes d'action. Le compteur d'eau, c'est parce que ça te permet de te dire, quand au lieu d'avoir une taxe d'aqueduc, tu as une taxe au compteur. Okay? Donc, comme il y a en Europe. C'est ça. Quand tu utilises trop d'eau, plus d'eau, ta facture est encore plus élevée avec du Joe. Qu'est-ce correct? On va peut-être baisser notre consommation d'eau au lieu de faire 3 lavages par jour, on va en faire un camp. Mais il va être plus gros, 3 fois plus gros. Oui, peut-être. Là, mais donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres types d'activités. Mais il y a une obligation. L'obligation qui existe, c'est que le ministère de l'Environnement demande à la municipalité, effectivement, il y a une surconsommation d'eau par citoyen par rapport. Bon, ça, là, c'est une statistique. Hein? Et je sais, je suis en train de faire un papier, là, justement, sur l'utilisation de l'eau, moi, dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et à l'usine à Dolbeau-Mistassini. Je sais qu'il y a des actions qui sont mises de l'avant. Okay. Mais ça, là, ça veut donc dire qu'on est en mesure de se dire, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi il y a une surconsommation d'eau à Saint-Bruno? Est-ce que c'est parce que je dessert beaucoup de rangs et donc beaucoup d'agriculteurs? Oui, c'est possible. Et bon, eux autres en utilisent et ils ne l'utilisent pas pour faire l'arrosage des plantes, là, mais je veux dire, ils s'utilisent. Bon, est-ce que ça, il y a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce que au niveau de l'agriculture, ils peuvent utiliser moins d'eau? Puis quelles sont les actions qui peuvent être faites? Peut-être qu'ils ne peuvent pas. Alors, on est poigné comment? Là, tu as bien beau avoir un compteur. Donc, tout ce que tu vas avoir, c'est une augmentation de ta facture de taxes relativement à l'utilisation de l'eau. Est-ce que ça va permettre de faire en sorte que... Moi, la conséquence n'est pas nécessairement directe. Il y a des gens qui vont juste payer leur consommation. C'est ça, ils vont dire, écoute, je la paye, là, je suis bien en maudit contre mes administrateurs municipaux, mais m'en payer, il n'y a besoin de l'eau. Il a besoin. Selon toi, ça n'amène pas un changement de comportement? Peut-être pas. Ouais. OK? Et je sais qu'il y a certainement eu une étude là, qui s'est faite à Saint-Bruno pour en arriver à la solution de mettre des compteurs d'eau. Mais est-ce que ça correspond aussi à la réalité d'utilisation de l'eau sur le territoire? Ça, c'est à y regarder aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Dolbeau-Mistassini? Est-ce qu'ils vont mettre des compteurs d'eau? Non, il y en a au niveau du industriel, commerce, là, au niveau industriel. Commercial, mais résidentiel, on va faire quoi? Résidentiel, je n'ai pas lu l'ensemble de toutes les mesures qui vont être utilisées, mais il y en a. Tu sais, il va dire déjà, là, tu peux avoir des réglementations. On sait qu'il existe l'arrosage des pelouses. L'arrosage des pelouses, l'été, on sait que tu as un côté de la rue qui est permis un tel soir, puis un côté de la rue sur l'autre soir. Or, ça permet ça déjà de faire en sorte que, oui, tu sais, au lieu que toute la rue se mette puis tu as tel soir. Oui, c'est ça. Donc, puis il faut rappeler aussi que c'est l'arrosage des pelouses et non pas de l'asphalte. Ah oui. À cause, j'ai dit asphalte. Non, parce qu'il y en a qui font ça, là, qui arrosent. Ah oui, qui arrosent l'asphalte. Moi, ça me fait capoter. Et donc, c'est pour ça, c'est ce genre de mesures-là qui peuvent être mises de la main. Il y a aussi des mesures qui sont menées par la SGE, c'est-à-dire que la SGE te fait de la sensibilisation à l'utilisation de l'eau dans ta résidence en te donnant aussi des trucs sur comment bien utiliser l'eau et non pas ne pas l'utiliser. Et on a effectivement de la consommation qui peut être faite. Tu sais, il y a un genre d'activité où on se disait, tu sais, dans une résidence privée, tu t'absentes toi haut,
mets-toi un petit filet d'eau, là, tu sais. Ben, ça va, là, il y en a peut-être d'autres, des trucs, là, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus de chauffage pour peut-être être en mesure de... Je sais qu'il y a aussi là, changer les salles de bain, les toilettes là, pour l'utilisation de l'eau grise. Là. Ça aussi, c'est une solution qui s'en vient. Mais bon, c'est sûr que c'est un investissement, là, mais c'est payant à long terme. C'est tout ce genre de choses-là qui vont être... Maintenant, il ne faut pas oublier, hein, quand on parle de surconsommation d'eau, c'est un élément statistique. Ouais. Je reviens là-dessus parce que, oui, la norme au Québec, on constate que, bon, ça pourrait être cela. Et si ta consommation d'eau municipale est plus élevée, bon, il faudrait que tu fasses des actions pour la baisser. Oui, mais l'autre, tu as un élément statistique aussi. Et moi, je maintiens qu'il faut faire attention au genre d'activités qui se font. Fort probablement qu'ils en ont tenu compte dans la norme, mais... ce que tu veux que je te dise, ça entre en ligne de compte. Mais ça revient encore à ce que je dis souvent, c'est qu'au Québec, on fait des politiques mur à mur. Là, les municipalités sont pris avec ça. Exact. Quand on devrait regarder, tu sais, zone rurale, zone urbaine, il y a vraiment là, des utilisations qui sont différentes. Exact. Il faudrait y aller en fonction de ces utilisations-là. Fort probablement que, je pense qu'ils ont dû tenir compte, parce que si on le pense tous les deux, on pense que... On pourrait être surpris! On pourrait penser que d'autres aussi en pensaient, mais effectivement, il faut faire attention à l'utilisation des statistiques pour déterminer qu'est-ce qu'il faut qu'il soit bien fait ou pas. C'est facile, hein? Utiliser la stat, c'est facile, mais quand tu t'amasses, tu sais, il veut dire, tu la payes, on la paye, on l'a payé, puis l'usine de filtration ici, c'est bien sûr que si on en surconsomme, on surconsomme aussi les produits chimiques qui vont dedans, on surconsomme ci, on surconsomme ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. T'en es où, toi, dans ta réflexion là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est... Bien, nous, on essaie de faire attention, ça c'est certain. Il y a des mesures, mais moi je reviens au fait que souvent ces mesures-là sont faites à partir de statistiques, oui, et sont faites par des technocrates qui sont assis dans des bureaux, puis qui font, bon, regardez, ça va être ça, la solution c'est ça. Mais sur le terrain, je trouve que c'est pas toujours adapté, surtout que la réalité du centre-ville de Montréal puis du centre-ville de Saint-Gédéon... Et pas pareil. C'est pas pareil, pas en tout. Et puis ça, je trouve qu'on n'en prend pas assez compte. Puis tu as raison, que quand on fait nos mesures en fonction de statistiques, je pense qu'il faut pousser plus loin. Puis surtout, mais je comprends pas la difficulté à faire ça, là, à aller voir sur le terrain, puis à avoir des mesures différentes. On le fait pour le zonage, là. Zone industrielle, résidentielle, commerciale. Bien, ce serait la même chose, en fait, là, juste d'adapter avec les secteurs, avec les régions. Je pense que ce serait quelque chose qui devrait se faire. Oui, ça coûte des sous, mais possiblement pour en économiser à long terme. Donc, c'est ça. Et l'application de certaines mesures qui sont habituellement simples à mettre de l'avant, bon, ça peut peut-être faire en sorte que tu n'as peut-être pas besoin de mettre tes compteurs d'eau. Mais dans le compteur d'eau, je ne pense pas personnellement que ça va être une mesure de restriction d'utilisation de l'eau. Ça va te dire, OK, oui, j'en ai consommé 4 gallons de plus que ce que la statistique m'a dit de consommer. Puis, on va payer. M'a payé beaucoup. C'est ça. Non, il faut sensibiliser, il faut réfléchir. Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a ici. L'eau est vue comme une ressource inépuisable parce qu'on en a beaucoup. Mais on est chanceux parce que c'est pas le cas partout. Regardez juste ce qui s'est passé en Afrique du Sud l'été dernier et puis ce qui va continuer ou en Australie cet hiver, parce que pour eux, c'est l'été. Il faut se compter chanceux, mais il faut y faire attention. Exact. Et dans le cadre aussi, je rajouterais, dans le cadre des changements climatiques. Ben oui. Pas les régions désertiques, mais le fait, des périodes de longue sécheresse parce qu'on n'a pas d'eau vont être de plus en plus présentes. Et clairement. Ça va nous amener, tu sais, oui, j'haïrais ça, là, de ne plus être capable d'aller pêcher dans mon lac parce que... Moi, de ne plus pouvoir arroser mon asphalte. Ah, je te dis. J'ai pas d'asphalte, je vous assure. Merci à tous. On prend une petite pause. On prend une petite pause et on vous revient tout de suite après pour continuer à analyser l'actualité de la semaine. À tantôt. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros.
Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. On est de retour. J'espère que vous avez pris ce temps pour vous, pour écouter les pubs ou faire autre chose, là, aller aux toilettes ou faire un petit snack pour nous écouter. On continue, on va aller sur la scène nationale. Bon, là, ça fait 3 semaines que ça dure. Là, je commence même à être un peu tanné. Mais il faut en parler. Donc, l'affaire SNC-Lavalin, qui a commencé par un article dans le Globe and Mail qui est devenu... là, maintenant, on a deux ministres qui ont démissionné. On parle de Jane Philpott et de Jody Wilson-Raybould. On a aussi le bras droit, M. Butts, de l'ancien bras droit de Justin Trudeau. Ça met le gouvernement Trudeau dans l'embarras total parce qu'il y aurait eu de la pression politique, ce qui est problématique, là, clairement. C'est quoi ton analyse de tout ça, là? En fait, la pression politique, là, ça existe. Hein? Tout le temps. Ça va Il ne faut pas se faire d'accord de tous les partis, de toutes les époques, il y a eu de la pression politique à l'interne. Exactement. Maintenant, la question qui arrive là, c'est qu'on on vit dans un système qu'on appelle de séparation de pouvoir. Mm-hmm. C'est-à-dire que le judiciaire s'occupe de ces choses judiciaires tout seul. L'exécutif s'occupe théoriquement de ce qu'on appelle le gouvernement. Là, il y a l'affaire avec le gouvernement aussi. Et il y a naturellement le législatif. Donc, on a 3 types de pouvoirs qui sont théoriquement indépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir directement, sauf pour nous, l'exécutif et le législatif. C'est exactement, l'indépendance est moins là. Or, quand on fait ça, on fait en sorte que si j'ai des poursuites judiciaires qui sont à amener, c'est ce qu'on appelle le procureur général, qui est aussi ministre. Nous ici. Là, pour là, le problème. Le vrai problème. Oui, or, ça fait en sorte que, oui, on aurait, semblerait-il, dit à la madame la ministre de la Justice, tu sais, dans le dossier SNC-Lavalin, il faudrait peut-être pas... Ça ne s'est peut-être pas dit direct, là, ça s'est dit, semblerait-il, par d'autres mots. Mais il n'y aurait peut-être pas lieu, là, même s'ils ont fait des gestes répréhensibles à l'étranger, de faire des accusations criminelles, parce que si tu fais des accusations criminelles, cette entreprise-là ne pourra plus jamais avoir de dossier. Ça, c'est un autre problème, Jules, parce que là, nous, on fait beaucoup ça, hein?
Quand, pour sauver des emplois, là, et là, je pense, et je me trompe peut-être, mais je pense que tous les partis auraient tenté de sauver les emplois de SNC-Lavalin. Il n'y a personne qui se serait dit « Hey, vous êtes des pourris, vous avez fraudé, ben organisez-vous vos problèmes. » Pourtant, je veux dire, dans un état de droit comme on est, c'est ça qu'on aurait dû faire. Oui. Pour donner la chance peut-être à d'autres de partir une autre entreprise puis de reconquérir le monde, peu importe. Mais à un moment donné, si on ne change pas la culture d'entreprise en sauvant toujours ces gens qui ont fraudé, là, qui méritent la prison, mais on leur sauve la vie parce qu'il y a des emplois rattachés à ça, moi, je trouve que ça, moralement, là, c'est difficile à accepter. Le problème là-dessus, Pierre, c'est que c'est 2000 emplois. C'est pas 9000. Ah oui, mais, au total, là, si on regarde au Québec, tu sais, si l'entreprise ferme ses portes, puis c'est pas des emplois au salaire minimum qui sont mis de l'avant. Bon, tu me diras... Mais ça ramène à l'idée de la morale. Oui, c'est ça. On se dit un état de droit, on veut faire la leçon à l'humanité pour leur dire, regardez chez nous, tu as droit à la démocratie, la liberté, la justice. Puis tout de suite, quand non, ça touche nos emplois, là, on est prêt à nous voyer. Ouais. Ça amène, je pense, effectivement, l'idée de faire en sorte que le procureur général ne soit pas du Conseil des ministres. OK? De plus en au Québec, on a l'organisme, le DPCP, qui... Une certaine forme d'indépendance. Une forme, parce que c'est toujours la ministre ou le ministre qui prend la décision de poursuivre ou pas. Mais il reste qu'il y a eu une analyse qui a été faite assez sérieuse pour dire on y va ou on n'y va pas. Et par l'organisme en question. Au fédéral, tu as peut-être un organisme similaire, mais il y a moins de pouvoir encore, là, tu comprends? Donc, ça fait en sorte que si je veux éliminer des pressions à caractère politique sur le judiciaire, il faudrait peut-être que le titre de procureur général soit un poste de fonctionnaire et soit non pas dans le Conseil des ministres. On pourrait aussi avoir des gouvernements qui mettent leur culotte et puis qui envoient en prison ces bandits à cravate-là. Comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Ils vont faire « Oh, attendez, là, nous, on veut pas embarquer là-dedans. Soyons blancs comme neige. » là. Et comme ça, on n'aura pas ce genre de débat-là. Mais tu penses que ça pourrait solutionner le problème? Je ne pense pas. Oui, il faut donner l'exemple. Oui, mais regarde la crise de 2008 à Wall Street. OK? Ces gens-là là, ont fait perdre de l'argent à l'humanité. On est obligé d'investir des milliards pour sauver les banques. Ces gens-là là, je ne veux pas dire de mots vulgaires, mais ont été malhonnêtes et aujourd'hui, ils travaillent tous à des salaires indécents, toujours à la même place. Il n'y a personne qui est allé en prison. Écoute, quand tu regardes ce qui s'est passé en Islande, là, quand il y a eu le scandale avec les banques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le banquier en prison. Ça, c'est donner l'exemple, puis d'avoir de la volonté politique. Oui. Et maintenant, pourrais-tu faire cela quand même en ayant une séparation du procureur général et du ministre de la Justice? Ben, en fait, c'est que je pense que le politique aurait... ben oui, on pourrait faire ça quand même. Ben oui. Je pense qu'il faut séparer ça. Le procureur général ne devrait pas être le ministre de la Justice. C'est complètement absurde. Donc, c'est qui prendrait la décision là, de faire la poursuite? Le judiciaire ou le politique? Le judiciaire. Donc, j'interviendrai sur le judiciaire, le ministre interviendrait sur le fonctionnaire, on va dire, non? Non. Ben non. Comment ça se passe? Il faudrait qu'il y ait une indépendance, mais tu sais... non, c'est ça, j'essaie de voir. Ouais. Je pense qu'actuellement, dans le régime actuel, ce que tu dis pourrait se faire. OK? Sans la séparation du procureur général, du rôle du procureur général. Mais et ça, cette volonté-là, je ne sais pas jusqu'à quel point ça aurait une influence. Mais en tout cas, j'ai ça dans la tête en me disant, parce que je pense à mon autre tout à l'heure. Ouais. À mes compteurs. Mais c'est parce que ça nous démontre que les politiciens, à travers leur beau discours de « on veut changer la société, on veut améliorer, on travaille pour vous, on est transparent, on est pour la justice », au bout du compte, tous les partis ont des agendas et puis magouille. On peut revenir dans l'histoire de tous les partis passés, peu importe votre allégeance politique, là, ils ont tous fait ça. Puis là, à un moment donné, ben, ça va prendre du monde pour mettre le culotte parce qu'en ce moment,
on va se le dire, là, c'est justement les lobbyistes des grandes entreprises qui contrôlent l'agenda politique parce qu'au bout de la clé, il y a des emplois. Puis là, on dit, on fonctionne avec des menaces. Il y a souvent de fois des emplois et il y a aussi beaucoup d'intérêts particuliers. Et c'est. Combien de fois ici dans la région, on a eu des menaces de grandes entreprises? Si vous ne nous donnez pas toutes, ben on va emmener nos usines ailleurs. Combien de fois? Toujours la menace. Oui. Les gouvernements font, oh, ben, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va baisser la norme pour leur permettre de passer à côté ou de passer là. Ça a effectivement des points à regarder. Je mets encore quand même un bémol sur le fait que, est-ce que c'est en se disant, oui, je mets mes culottes puis je les poursuis toute la gang, est-ce qu'il y a un gouvernement qui ferait ça? Ça réglerait le problème des pressions qui se font sur les politiciens? Je ne pense pas. Par contre, ça peut avoir, oui, un effet dissuasif sur certaines autres actions qui pourraient être... Mais des pressions sur les politiciens, c'est normal. On en fait tous comme citoyens, comme regroupés, comme tout ça. Mais à un moment donné, elle est où la ligne de la morale? Oui. Il est là le problème, là. Oui. Moi, ça vient vraiment me chercher parce que moi, on m'a appris dans la vie là, que tu es mieux de tenir ta parole puis d'y aller avec tes convictions, quitte à faire mal ou à être désagréable ou à pas plaire aux gens, parce que là, au moins, tu es capable de dormir. Oui, c'est ça. Oui, non. Je suis loin d'être contre ce que tu dis. Par contre, je me dis, est-ce que l'efficacité d'une mesure comme on a là aussi, de dire, écoute, que tu sois ministre de la Justice et que tu aies des pressions si l'organisme en question doit mériter d'aller dans une cour de justice pour des accusations criminelles, faut qu'on y aille. Ça, Parce qu'on parle pas de ça, on parle juste du scandale de la pression, là, mais on n'en parle pas là, de SNC-Lavalin là, il y aurait des dirigeants qui devraient être en prison, en train d'abandonner les charges pour plein de raisons, puis en tout cas. D'autres, entre autres, le fait que le délai de... Oui, mais ils s'organisent pour que le délai... Ben oui, voyons donc. Il ne faut pas rire du monde non plus. Hein? Mais c'est ce qu'on fait, puis nous doute, on gobe on gobe ça. C'est ça. Ça m'amène encore parce que là, avec l'affaire Huawei, on sait que le Canada a fait arrêter à la demande des États-Unis la dirigeante de Huawei. Et là, on est en processus d'extradition. Ça a fait dire d'ailleurs aux dirigeants chinois, parce que le premier ministre a dit on peut rien faire, c'est la justice qui gère ça. Puis ça a fait dire aux dirigeants chinois oui, mais là, on voit, vous êtes capable je vois une conséquence. Moi, c'est ça. Oui. Moi, c'est celle-là qui m'a. Ça m'a fait sourire. Oui, mais moi, ça m'a fait pleurer. Ouais. Entendons-nous. Mais moi, c'est une décision. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Une décision, donc, interne, de faire des pressions politiques, faire en sorte que tu as maintenant 2 Canadiens, je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige, c'est pas ça que je dis, mais qui, en Chine, peuvent subir là, demain matin la peine de mort parce qu'ils vont être poursuivis, parce que nous, on a décidé, parce que c'est vraiment une action, d'après ce qu'on peut voir. Clairement, même Huawei va amener le gouvernement américain devant les tribunaux cette semaine parce qu'ils disent qu'ils ont changé les règles pour pas justement que Huawei puisse on utilise leur technologie 5G sur le territoire américain. Comme on fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie d'ailleurs. C'est ça. Alors, tu comprends qu'on est vraiment... L'affaire SNC-Lavalin, donc, ça a non seulement des répercussions sur la légitimité actuellement de Justin Trudeau comme premier ministre, parce qu'on sait qu'il va y avoir des actions qui sont au niveau du Parlement, donc qui vont se mener. Là, on demande effectivement à ce qu'il soit... pas comme aux États-Unis destitué, mais qu'ils prennent quand même une décision. On semble penser qu'il peut y avoir une problématique de légitimité. Donc, au fait qu'il continue d'être le premier ministre du Canada. Alors ça, là, c'est une des conséquences. Mais la conséquence actuellement, c'est sur la réputation du gouvernement canadien à l'échelle internationale. Et ça, c'est une conséquence qui n'est pas plaisante pour tout le monde, parce que, oui, sauf peut-être le Canada anglais,
Bon, écoute, c'est au Québec que ça va faire mal, l'affaire SNC-Lavalin, là. Il y a eu actuellement des demandes, oui, à ce qu'il démissionne, parce qu'on n'accepte pas que c'est parce qu'il est un député du Québec. Le premier ministre est un député du Québec qui est intervenu pour essayer de sauver une entreprise au Québec, semblerait-il. On n'accepte pas cela, parce qu'on s'en fout, là, que le Québec, il brise les principes de la démocratie canadienne. Mais souvent, je trouve ça vicieux aussi. Ça. Ouais. Mais ça, ce type de concept... je ne sais pas si tu as vu le McLean. Oui, c'est ça. Ouais. Je fais référence, effectivement. Je n'ai pas lu, là, mais je fais référence à cet article-là où on embarque. Québec bashing? Il y a encore une fois. Revenons-nous donc au Québec. D'abord, on va revenir au Parti libéral du Québec. On va lâcher un peu le gouvernement en place. Il y a une réorganisation qui est en train de se faire, on le sait. Ils ont suivi une cuisante défaite. Là. Si ça n'avait pas été de leur château fort anglophone dans le coin de Montréal, là, ça aurait été encore pire. Le Parti libéral du Québec doit se réorganiser. On voit qu'il y a des démissions à l'interne et qu'il y a une partie à l'intérieur du Parti libéral du Québec qui voudrait une course à la chefferie plus rapidement, parce que là, ça semble être juste pour 2021. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils se sont dit, je pense, au départ, on va tenir profil bas parce que tout ce qu'on va reprocher à la CAQ, ils vont nous. Ben oui, parce qu'écoute, ils ont été là 15 ans au pouvoir. Il faut aussi qu'ils soient responsables de quelque chose. Hein? C'est sûr que je dirais qu'effectivement, il doit y avoir une réflexion, eux autres aussi, comme au niveau du Parti québécois, on en parlera tout à l'heure. Mais il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce que doit être le Parti libéral du Québec. Quelles sont les actions qui devraient être, quels sont les projets de société qu'il propose aux Québécois et aux Québécoises. Et ça, il faut que cette réflexion-là se fasse. Est-ce que... Telle que je connais la culture du Parti libéral du Québec, la culture du Parti libéral du Québec tient compte beaucoup du chef ou de la chef qui on a surtout parlé de chef chez eux, mais ou de la chef, qu'est-ce que lui, il veut proposer et aux troupes libérales et au peuple québécois. Et je pense que là-dessus, la réflexion devrait se faire ou va se faire avec la présence, effectivement, d'un chef, non pas désigné, mais élu par l'ensemble des membres, qui, lui, va proposer un plan quelconque pour pouvoir l'amener. Ça voudrait dire, oui, plus rapidement possible, nous aurons une course à la chefferie du Parti libéral. Plus rapidement, on va savoir où ils vont crêcher et où ils vont faire leur action politique au Parlement, donc reliée à cela. Et ça, oui, je serais peut-être partisan à ce que ça se fasse, moi, peut-être plus rapidement, parce que c'est fondamental. Ils ont beaucoup la personnalité d'individus pour pouvoir mener leur... Ce qui est particulier, c'est qu'habitude, le Parti libéral, un parti d'establishment, ça ne se chicane pas en public, ça se chicane en privé. Là, on commence à sentir des dissensions qui sortent dans les médias. Oui, mais c'est aussi de bonne guerre. Ben, moi, je trouve. Le débat, qu'on le veuille ou non, et les électeurs et électrices québécois ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. On en reparlera tout à l'heure avec le PQ, c'est la même affaire, mais on a besoin de savoir exactement ce qu'il en est là-dessus. Et il faut que ça se fasse. Donc, s'il y a des dissensions, je pense que c'est aussi calculé. Oui. On sait bien faire des fuites. Ils calculent mieux qu'au PQ pour les... Fort probable, oui. Oui, parce que nous, au niveau du Parti québécois, ils ne calculent pas. Il y en a, puis le bateau fuit. Mais, donc, je pense qu'au niveau du Parti... Oui, moi, je serais partisan que pour que cette réorganisation-là se fasse au niveau du Parti libéral du Québec, à cause de leur culture du parti, ils disent... Mais on va avoir aussi une autre côte à remonter. Et il ne faut pas oublier qu'actuellement, les Québécois qui ne sont pas dans les circonscriptions dites anglophones n'ont voté absolument pas
Non. Le Parti libéral. Jean-Paul. Or, la côte qu'ils ont à remonter, c'est Chez les francophones. comment être capable d'intégrer les gens qui sont peut-être avec des visions peut-être un petit peu plus nationalistes. Peut-être ça peut les amener à avoir, eux autres aussi, un discours, non pas de dire nous sommes des fédéralistes purs et durs, mais peut-être de dire nous sommes, oui, des fédéralistes, mais des fédéralistes nationalistes. Là, ils vont reprendre le discours de ce qui se passe au niveau de la CAQ, peut-être, parce que la CAQ, on voit qu'elle a quand même des préoccupations nationalistes. Sur les positions de Robert Bourassa. Oui, je pense. Et c'est drôle, ils peuvent peut-être même aller jusqu'à la position du chef de l'Union nationale, Johnson, dans le temps, Daniel, où qui disait égalité ou indépendance. Je pense, la CAQ peut aller jusque-là, mais je ne pense pas que le Parti libéral aille jusque-là, mais ça pourrait se retrouver. Ça les ferait revenir plus vers le libéralisme, parce qu'on sait que depuis Jean Charest, il était beaucoup plus proche du conservatisme que du libéralisme. Parlons maintenant du PQ, parce que aussi il va y avoir une course à la chefferie. Mais là, il est sorti une espèce de bibite, là. Jean-François Lisée, qui a dit dans son livre, qui dit qu'il a fait la meilleure course, dans les dernières années. Qu'il fasse. Qui a offert, et c'était confirmé par Véronique Yvon, qui a offert la chefferie à Véronique Yvon à 3 reprises et qu'elle a refusé. Je comprends pas trop pourquoi il nous sort ça là. On dirait qu'il veut justifier quelque chose. En plus, il met Mme Yvon en boîte, ça voulait se présenter à la chefferie. Là, Oui, moi, je dirais la chose suivante, c'est que Jean-François Lisée, on l'a bien vu, il passait mal dans le populaire. Ouais. OK? Ça passait mal. C'est un gars excessivement intelligent, tout le monde le reconnaît. C'est un gars qui est un fin stratège. Il a voulu être un fin stratège, là. OK? Pour pouvoir être... Il était... Oui, c'est ça. Et ça fait en sorte que, oui, il voyait qu'il avait une perception qui était plus négative au niveau de l'électorat. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il a approché Mme Yvon. Et pourquoi est-ce que c'est que M. du Lac-Saint-Jean ne s'est pas présenté? Il a arrêté sa carrière politique. Alexandre Cloutier? Oui, Alexandre. Pour des considérations familiales, mais aussi parce que, je veux dire, il n'acceptait pas la stratégie de M. Lisée. Or, si tu n'acceptes pas la stratégie de M. Lisée, tu quittes et tu t'en vas. C'est ce qu'il a fait. OK? Véronique Yvon, il l'a nommée assez rapidement. Vice-chef. La vice-chef. Et ça s'inscrivait dans ça. Parce que pour avoir assisté, entre autres, à un conseil national où Mme Yvon avait fait le discours de galvanisation des troupes à la veille de l'élection, elle avait galvanisé encore mieux que Jean-François Lisée, qui avait quand même ça. Et elle passait mieux. Elle dit qu'elle n'a pas voulu prendre cette chose-là, se faire couronner de cette façon-là, parce que c'était contraire à la pratique au niveau du parti. Je pense qu'elle avait raison de le dire. Mais elle n'avait pas non plus le goût, peut-être, de s'enligner sur une stratégie de Jean-François Lisée. Je pense. Elle l'a accepté par solidarité à l'endroit d'un chef. Et ça m'amène à dire que, oui, le Parti québécois doit aussi, non pas se redéfinir, parce que je pense que la définition du Parti québécois, elle existe. Elle existe, c'est de vouloir faire l'indépendance du Québec. Par contre, face à une éventuelle course à la chefferie du Parti québécois, le Parti québécois, s'il se définit comme étant encore le parti qui veut faire l'indépendance du Québec et qui veut la faire de telle façon en utilisant tel élément pour pouvoir la faire, et pourquoi est-ce qu'il faut la faire, OK? Il doit donc répondre à toutes ces questions-là. Donc, le nouveau chef ou la nouvelle chef devront accepter, non pas la façon, une façon de faire comme elle le proposera, une stratégie pour exceller, mais elle devra prendre ce que les membres du Parti québécois ont décidé de faire. Et ça, là,
c'est un engagement, contrairement aux libéraux, il faut Que ça vienne de que, la base. oui, et la base doit, dans les prochaines semaines, et fort probablement dans les prochains mois, c'est-à-dire qu'on parle peut-être de l'automne 2019, se redéfinir au cours d'un congrès national. Où est-ce qu'il dira, le Parti québécois, voilà c'est quoi, et voilà comment est-ce qu'on veut le faire, et le nouveau chef ou la nouvelle chef devra accéder à ça. Il pourrait y avoir une scission dans le PQ avec les pressés et les pas pressés. Ça, là, personnellement, moi, je pense que depuis 2001, ça existe. OK. OK, puis ça Non, mais existe ça, même on le sait que ça avant. existe. Ce que Mais je veux dire, c'est la scission, est-ce qu'à un moment donné, on fait, là, écoute, c'est ça la ligne, vous n'êtes pas content, bye. C'est ça. Non. Je pense qu'on pourrait en arriver à cela si le... Parce que où est-ce que les pressés et les pas pressés sont tous d'accord, je pense, c'est sur le fait que le Parti québécois doit être le parti qui préconise que l'indépendance du Québec est un élément qui va pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Québécois vont être eux-mêmes parce qu'ils vont avoir pris leur décision et la façon de pouvoir la faire. Ça, là, tout le monde s'entend là-dessus. Et où est-ce qu'on a eu des problématiques? Ça a été, bon, l'étapisme, ça a été, aujourd'hui, c'était, on met ça un peu de côté temporairement. Le bon gouvernement. On met un bon gouvernement. Mais un bon gouvernement, là, la CAQ, elle a montré au Parti québécois comment est-ce que c'est qu'on fait pour pouvoir être un bon gouvernement. Hein? On utilise un seul mot. Économie. Non? OK, deux. Changement. Changement. Ben, mais un changement de quoi? Un changement d'individu, c'est ça. Tu comprends? Ouais. On n'a pas... Il faut que le Parti québécois soit autre chose que de dire on fait un changement de gouvernement. On fait un changement, on vous propose un projet de société. Enfin, il faut, tant au niveau du Parti libéral qu'au niveau du Parti québécois, il va falloir qu'on propose. Oui, puis on le voit avant. Là. Exact. Ouais. Puis qu'on propose aux Québécois, OK, un projet de société, Colin. Tout le monde nous le dise. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'on le fait pas? Ah! Moi, je le fais chez moi. Merci, Jules. C'est déjà terminé. Et juste avant de terminer, j'aimerais vous donner mon appui au peuple algérien qui font des magnifiques manifestations d'un pacifisme et non idéologique, vraiment des manifestations citoyennes contre le gouvernement, le retour au pouvoir de Bouteflika. Vous avez mon appui total. Je trouve que c'est comme ça qu'on doit se lever face à des gouvernements avec lesquels on n'est pas d'accord. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!